Vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci d'être là sur cette conférence, ce Zoom métier consacré au métier de l'informatique, donc, qui vous est présenté aujourd'hui par le réseau d'orientation humanitaire et solidaire, qui est donc un réseau piloté par Bioforce qui regroupe 12 ONG. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de ce secteur des métiers de l'informatique. Et donc moi, je suis Océane Plokin, je suis formatrice associée et consultante. Je représente Bioforce aujourd'hui. Donc Bioforce, qui est une ONG de renforcement des capacités des acteurs de l'humanitaire, un institut de formation dont le siège est basé à Vénissieux, à côté de Lyon. Il y a une antenne aussi à Dakar. Et donc, on forme au métier de l'humanitaire, à la fois des formations initiales et puis des formations continues pour des travailleurs humanitaires qui ont besoin de renforcer certaines compétences. Et donc, pour répondre à toutes vos questions sur les perspectives d'emploi dans le secteur informatique et dans l'humanitaire, on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous 3 représentants de ce secteur. Donc à côté de moi, vous avez Camille Legroux-Melec, qui est donc chargée de recrutement et de mobilité, filière logistique et solidarité internationale pour Action contre la faim. C'est système d'information. Ah pardon, oui, c'est la défaut de... Oui. Système d'information, c'est vrai. Ça fait sens du coup. Ça fait sens, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bien, voilà, Tout à fait. Il y avait logistique quand même, mais... Oui, non, mais bon. Donc on a Marc à côté qui est responsable donc Customer Relation Management, c'est ça en anglais? C'est une base de données pour les appels de fonds, pour les communications. Ok, chez MEDER. Oui. Et puis Catel Marester qui est secrétaire pour la French Tech. Donc je vais vous laisser peut-être d'abord vous présenter plus directement, justement, donc un peu pour commencer à illustrer la thématique, peut-être vos parcours à vous, éventuellement vos formations aussi, pour qu'on puisse un petit peu commencer à voir comment on peut travailler dans cette partie un petit peu spécifique du secteur de la solidarité internationale. Donc je vous laisse pour un premier petit tour de table. Merci. Donc je suis Camille, donc chargée de mobilité et chargée de recrutement et de mobilité sur les filières logistiques et systèmes d'information chez Action contre la faim. Ça fait 3 ans que j'occupe mon poste. Donc moi je suis purement une RH. J'ai une formation de RH. Je me suis spécialisée ensuite dans le recrutement et un peu par la force des choses et des expériences passées sur le recrutement dans les systèmes d'information et dans l'IT. Donc moi au quotidien, donc je recrute pour le siège et pour le terrain des profils en logistique et sur les systèmes d'information. Et ensuite, je m'occupe de toute la gestion de carrière et la gestion de vivier sur ces populations-là. Voilà. Merci. Je suis Mark Hawkes, en anglais, entre les Français. J'ai travaillé pour MEDER pendant 19 ans et j'ai fait 15 ans en plus de recrutement externe, donc pas exactement RH, mais dans la communication, sur les stands, comme vous voyez en bas. Et après, j'ai eu une opportunité de transférer dans un domaine de CRM, donc je travaille avec Salesforce, donc c'est une application pour gérer des données, des customer relationships, donc les relations avec les clients, avec les donateurs, avec les gens qui s'inscrivent pour recevoir des nouvelles de MEDER, des choses comme ça. Et j'ai une petite équipe que je gère. Et donc, je suis un peu moins technique que pas mal, mais j'ai un œil sur le détail et je cherche à faire que les applications sont performantes et qui sont plus efficaces pour ce qu'on fait à l'intérieur, pour les communications, pour les relations avec donateurs. Donc ça, c'est moi. Merci.
Bonjour, donc Catel Mahaster, moi je suis secrétaire de la French Tech et je représente la French Tech aujourd'hui. À côté de ça, alors j'ai plusieurs casquettes, mais une deuxième, c'est que j'ai une entreprise dans tout ce qui est organisation avec les outils numériques d'aujourd'hui. Ce que je veux dire par outils numériques d'aujourd'hui, c'est tous les outils qui sont no-code, entre autres. Et donc c'est un retour d'expérience que je vais faire aujourd'hui par rapport à ces outils-là et effectivement les métiers de l'informatique qui sont utiles, quel que soit le domaine d'activité et dans l'humanitaire particulièrement. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu, pour faire une introduction sur le secteur et sur ces métiers de l'informatique. Et puis ensuite, nos trois intervenants viendront plus en détail parler un petit peu des compétences, des postes, des profils. Et puis, on laissera une deuxième moitié de temps pour toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter si elles interviennent pendant les présentations. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ensuite un échange avec vous tous. Donc, quelques mots sur le secteur de la solidarité internationale. C'est un secteur qui s'est professionnalisé grandement ces dernières années. Avec une multitude d'acteurs différents qui vont devoir travailler ensemble, donc à la fois les ONG, les organisations internationales, les médias, des entreprises, des fondations d'entreprises qui vont aussi pouvoir s'impliquer dans le domaine de la solidarité internationale. Et puis une grande variété aussi d'actions, de types d'actions, de thématiques. Au départ, on était parti sur plutôt de la logistique de santé, et puis maintenant, on a énormément de thématiques autour de l'éducation, l'environnement, le genre, enfin beaucoup de choses. Donc un secteur qui s'est développé. En parallèle, on note une complexité accrue des terrains d'intervention au niveau de l'accès, au niveau de la sécurité, au niveau de la différenciation des personnels humanitaires. Voilà, donc une complexité des terrains d'intervention. Et puis, troisième point, on note une exigence de plus en plus grande, à la fois de la part des bailleurs, des donateurs, mais aussi de la société civile en général, une exigence de transparence, de bien comprendre ce qui est fait, comment sont utilisés les financements. On parle beaucoup de redevabilité. C'est-à-dire qu'on a besoin de rendre des comptes sur nos interventions. Et donc tout ça va nécessiter en fait des profils de plus en plus formés, des nouveaux métiers aussi, par exemple aussi sur l'animation de partenariats, parce qu'on va de plus en plus travailler en consortium d'ONG, et également au niveau de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on va avoir des recrutements de plus en plus techniques, de plus en plus pointus, et une diversification des métiers. Donc quelques défis actuels pour notre secteur, pour les ONG. Donc ça ressort d'un état des lieux de l'humanitaire que Bioforce a mené en 2021, donc ça reste assez récent. Donc cet état des lieux a relevé quatre grands défis. L'adaptation donc à tous ces nouveaux contextes, cette multiplicité d'acteurs dont je viens de parler. Le deuxième, c'est la localisation de l'aide. C'est-à-dire que de plus en plus, on va essayer d'avoir moins recours à des expatriés, mais de trouver ou de former les ressources humaines localement dans les différents pays d'intervention. C'est aussi un enjeu important. La coordination et la collaboration avec les autres acteurs de l'humanitaire. Donc ça aussi, je vous parlais de consortium. On va essayer de travailler en bonne intelligence et en bonne coordination. C'est notamment de plus en plus réclamé par les bailleurs quand on rédige un projet. On nous demande un peu qui sont les différentes parties prenantes et comment on va travailler ensemble. Et puis, dernier aspect qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc la technologie. La technologie qui est un enjeu, un challenge, une nouveauté pour notre secteur.
Par exemple, voilà, à titre d'exemple, le CICR, donc la Croix-Rouge, a la transformation numérique comme l'une de ses 7 points stratégiques pour 2030. Donc c'est quelque chose d'important. Autre exemple, c'est la dématérialisation des transferts monétaires qui est en cours et qui se développe. Autre thème, c'est pour lister un petit peu, mais on en parlera bien sûr plus en détail avec nos intervenants. Tout ce qui va être autour de la cartographie, de l'imagerie satellite aussi dans la collecte d'informations. L'intelligence artificielle va pouvoir aussi être un élément intéressant de notre travail. Tout ce qui touche autour de la sécurisation et la sécurité des données. Et puis les réseaux sociaux, les technologies mobiles et les systèmes d'information en général. Donc on en parlera plus en détail par la suite. Alors pour continuer à planter un petit peu le décor de manière peut-être un peu plus généraliste, je voulais quand même vous rappeler les différents métiers qu'on peut trouver sur le terrain. On verra ensuite avec nos intervenants où est-ce qu'on peut trouver justement des profils IT sur le terrain par rapport à ces différents métiers. Donc là, vous avez l'organigramme, la présentation avec une capitale dans le pays et puis des bases. C'est pas forcément toujours le cas. Il peut y avoir juste un projet. La capitale peut aussi être délocalisée. Par exemple, vous pouvez avoir une capitale en Inde sur des projets gérés à distance en Afghanistan, par exemple. À un moment, c'était le cas pour certaines ONG. Mais voilà, globalement, la représentation d'une mission sur le terrain, et pareil, les intitulés des postes peuvent aussi varier d'une structure à l'autre. Donc généralement, on a un chef de mission ou un directeur pays ou un coordinateur général ou un délégué. Ça dépend un petit peu des termes de chaque structure. Donc, qui va être en charge de coordonner le bon déroulé de la mission, des ressources humaines. C'est aussi le garant de la sécurité. C'est lui qui est responsable aussi des relations avec le siège. C'est le représentant dans le pays. Il peut être assisté d'un adjoint ou de coordinateur programme. Et puis ensuite, vous avez les grands métiers de notre secteur, donc tout ce qui va toucher à l'administratif, donc coordinateur administratif quand il en dirige, quand il en coordonne plusieurs, ou administrateur base quand il n'y a pas de notion de coordination. Tout ce qui va être autour des ressources humaines, de la logistique, un référent sécurité selon les contextes, selon les pays. Sinon, ça peut être le logisticien qui est en charge. Et puis ensuite, vous allez avoir ce qu'on va appeler des coordinateurs techniques ou des coordinateurs de projet ou des coordinateurs de programme qui vont être spécifiques sur une thématique, sur un projet, sur un programme. Et puis de plus en plus, on va avoir des chargés ou coordinateurs de suivi-évaluation, les métiers du MIL en anglais, qui sont en réponse à cette nécessité de redevabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va avoir besoin beaucoup de reporting, de suivi d'indicateurs, de résultats pour prouver la qualité de nos interventions. Donc voilà, pour vous donner soit un rappel, soit une découverte un petit peu d'une mission terrain, et puis on verra avec nos intervenants où est-ce qu'on peut trouver justement des postes en lien avec l'informatique. Donc les métiers de l'informatique, donc l'idée c'est qu'il y a cette transformation digitale qui est en cours et qui est incontournable. Donc les ONG vont s'adapter et essayer d'intégrer la technologie dans leurs actions. Et donc, pourquoi on a fait ce Zoom métier aujourd'hui ? Parce qu'il y a une demande, un besoin de la part des ONG de recruter des profils ayant des compétences en lien avec l'informatique. Et donc voilà, on vous présente un petit peu le type de contexte. Alors par exemple, avec chez Action contre la faim, Camille pourra
en parler aussi plus longuement. Action contre la faim développe depuis 3 ans une application pour gérer sa chaîne logistique, qui est utilisée d'ailleurs aussi par d'autres structures, et donc qui s'est adaptée à la gestion logistique sur le terrain, dans une 30aine de pays d'intervention. Donc elle pourra, si vous avez des questions, vous en parler. Donc pareil, toujours chez Action contre la faim, donc qui a vu ses activités opérationnelles augmenter et donc qui a fait évoluer aussi les systèmes d'information en conséquence. Donc différents postes. Donc ça c'est directement sur leur site, sur votre site internet. Donc on peut voir que il y a différents postes. Donc là aussi, on pourra revenir peut-être sur cette slide, ce schéma, et puis vous parler un petit peu des différents postes qui peuvent recruter. Donc là encore, un peu globalement, quelles sont les compétences qui sont attendues par les ONG ? Donc les ONG vont recruter des profils qui ont une expérience humanitaire, mais aussi une expérience en dehors du secteur. Ça, c'est aussi assez récent. Il y a vraiment une possibilité de transposer un parcours hors humanitaire vers la solidarité internationale. Et notamment quand on a des difficultés à recruter des profils, comme c'est le cas dans ce domaine-là. Donc, les ONG vont privilégier les profils engagés ou ayant de l'expérience, mais ont une certaine souplesse dans le recrutement pour justement parvenir à cette transformation numérique. Il faut en tous les cas pouvoir être directement opérationnel sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a quand même de l'expérience, même si c'est hors humanitaire, encore une fois. Il va aussi nous falloir un cœur de métier, une fonction technique ou généraliste, c'est ce pourquoi vous avez été formé ou ce sur quoi les postes sur lesquels vous vous positionnez. Des compétences transversales autour de la gestion de projet, autour de la capacité de synthèse, d'organisation. Le management est une plus-value notamment pour les expatriés. Pourquoi justifier ? Pourquoi on a besoin d'expatriés ? Généralement, c'est pour une dimension de manager ou de leadership qui va être importante. De plus en plus aussi, tout ce qui est autour de la formation ou le renforcement des capacités, ça, ce sont aussi des compétences qui sont intéressantes pour les ONG. En réponse avec la localisation de l'aide, on va essayer de renforcer les capacités des RH et des acteurs locaux. Donc ensuite, vous allez avoir tout ce qui est... là encore, je dresse un premier état des lieux, mais on va le développer avec nos intervenants. Des compétences personnelles et relationnelles qui sont en phase avec un travail sur le terrain, avec un travail dans l'interculturalité, des capacités aussi de gestion du stress, d'organisation, fiabilité, pas mal de savoir-être qui sont importants. Les langues, alors l'anglais est quand même assez incontournable. On en parlera peut-être avec Marc qui questionnait sur les pays francophones peut-être une souplesse par rapport à l'anglais, mais c'est vrai que globalement, il vaut mieux partir avec l'idée qu'il faut maîtriser un minimum l'anglais. Par exemple, à Médecins du Monde, même si on était en pays francophone, certaines formations en interne étaient délivrées uniquement en anglais, ou des aspects comme ça, ou certaines réunions avec des acteurs internationaux vont être en anglais, même en pays francophone. Donc ça reste quand même un incontournable. L'appétence pour l'interculturel, ça c'est vrai que pour travailler en solidarité internationale, ça semble important. Là encore, pas forcément avec des expériences que dans l'humanitaire. Ça peut être d'avoir travaillé à l'étranger, d'avoir un attrait pour d'autres cultures. Et puis, on l'a mis au centre parce que le travail d'équipe fait aussi partie, bien sûr, des éléments importants. Qui vont être testés en entretien et qui vont être intéressants. Donc voilà, face à tout ça, on peut se demander, peut-être vous demandez, comment on peut
avoir un parcours dans la solidarité internationale. Comment on peut acquérir ces différentes compétences? Quelle est la voie royale? Est-ce qu'il faut d'abord avoir la formation adéquate ou est-ce qu'il faut d'abord se faire de l'expérience, d'abord à l'international? Est-ce qu'il y a un parcours type? Comment on fait carrière dans la solidarité internationale? Est-ce que c'est possible? Donc pour ça, on va discuter avec nos intervenants. Mais il y a différents moyens, différents chemins pour aller sur la solidarité internationale. On peut passer d'abord par le siège, d'abord par le terrain. On peut venir d'un autre secteur. L'engagement bénévole aussi, notamment le bénévolat de compétences, peut être une porte d'entrée. Donc on va un petit peu discuter de tout ça avec nos professionnels de l'humanitaire, à qui je vais donc laisser la parole. Peut-être je vous propose que ça soit Marc qui intervienne en premier, parce que tu as quelques slides, donc ça permet de dérouler, et puis ensuite on partage avec Camille et Ketel. Donc, j'aime bien tout ce que Océane a dit parce que ça me fait réfléchir mon travail où je suis et j'entends tout ce qu'elle dit. C'est vrai que le parcours, c'est assez compliqué et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de postes internationaux sur le terrain pour Haïti en ce moment. Je pense chez nous à MEDER, on a des groupements de hubs, de bureaux où on travaille pour les autres pays d'intervention, donc au Liban et au Kenya. Donc pour le Liban, c'est plutôt pour le Moyen-Orient et les pays là-bas où on travaille. Et Kenya, c'est un peu plus dans le sud, dans l'Afrique. Et donc on voit qu'il y a des hubs où on a besoin des gens qui sont plus... on centralise nos postes, soit RH pour la région, soit IT, logistique, choses comme ça. Mais en même temps, dans chaque pays où on travaille, donc par exemple, Sud-Soudan, Afghanistan, on a normalement quelqu'un qui est un IT focal point, donc quelqu'un qui est point focal dans chaque pays pour gérer des besoins. Mais c'est plutôt local, c'est un peu plus en lien avec les gens qui ont besoin de travail dans leur quotidien pour que ça marche. Et après, il y a des gens dans notre siège qui est à Lausanne. Et là, la plupart des choses sont gérées, dans le sens les projets. En ce moment, on a 35 projets IT, donc c'est cette transformation digitale. Et là, on a presque 35 projets différents, complètement. Et comme j'ai parlé avec Camille plus tôt, c'était dans chaque domaine où on travaille, dans l'RH, dans logistique, dans les secteurs où on travaille, on a besoin d'applications, on a besoin de transformation pour nous aider. Quand Océane a parlé de 1000, donc suivi et évaluation, et on parle de data sur le terrain qui doit arriver plus large, big data à la fin, dans les dashboards, dans les choses qui sont disponibles pour le CEO, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on a fait. Et avec des redevabilités, comme tu dis, Océane, pour les bailleurs et pour les gens qui disent, voilà, qu'est-ce que vous faites avec notre argent, et plus précis. Et même pour les petits donateurs, qui ne sont pas si petits, mais les gens qui donnent 20 000 à MEDER, par exemple, pour un projet, on a besoin de donner des rapports de qu'est-ce qu'on a fait, à quel point, et on a besoin de transformer la data qui est sur le terrain avec quelqu'un qui va dans un petit village qui dit voilà, j'ai visité 20 maisons et j'ai donné une formation sur hygiène ou quelque chose comme ça dans un coin. Ces données doivent revenir vers le siège. Et donc, on a besoin de compétences assez agiles. C'est le project management, comme tu as dit, c'est agile. Il y a des choses qui ne sont pas dans le monde corporate où on a besoin de systèmes qui sont assez avancés déjà, mais ils ne sont pas vraiment adaptés pour l'humanitaire, pour le développement. Donc c'est très spécifique dans ce sens qu'on adapte beaucoup de choses, même logistique qui est un monde normal dans le monde corporate, d'un certain sens. C'est beaucoup plus compliqué pour l'arrivée d'une médecine ici jusqu'au terrain en Afghanistan où ce soit. Donc,
on a besoin de gérer ça et avec une compétence pour cette redevabilité vers les donateurs aussi. Donc voilà, chez nous, j'ai discuté avec mon directrice IT et aussi avec notre responsable de IT pour dire quelles sont les compétences, quels sont les postes plutôt, que pendant l'année ou dans notre système, dans notre organisation entière, où est-ce qu'on a besoin de choses. Et c'est la même chose que vous allez voir, effectivement, dans le monde corporate, parce que ces postes ne sont pas différents, c'est juste qu'ils sont ciblés vers quelque chose qui est adapté pour le monde humanitaire. Et là, les postes, là, et je parle de... Oui, il y a des choses qui sont IT et les éléments qui sont plutôt digital ou plutôt communication, fundraising, appel de fonds. Et donc, côté gauche, c'est plutôt vraiment les spécialistes de IT. Tout ce que vous allez voir, on a des choses qui sont... Et il y a des applications qui sortent. Et je vois que dans le monde humanitaire et développement, c'est compliqué parce que vous avez créé quelque chose de spécifique pour la logistique. J'ai vu des choses récemment qui sont créées spécifiquement par ONU ou quelqu'un qui cherche à créer un système qui gère les awards, les grants, les choses qui sont données en énorme quantité de taille. Et on dit, voilà, ça serait super d'avoir ça pour m'aider, mais c'est pas partagé. Et c'est pas contre, c'est avec tout le respect que vous avez créé quelque chose qui fait du sens, c'est super. Mais on n'a pas cette coordination un peu comme Microsoft, un produit Microsoft qui gère toutes les informations qui sont gérées par les ONG, parce que c'est tellement spécifique. Mais ils cherchent ces grandes boîtes, et ils cherchent à adapter, à créer des systèmes, des choses qui sont plutôt dans la direction de l'humanitaire, parce qu'ils ont aussi envie d'être philanthropiques et de faire quelque chose avec leurs connaissances. Donc, ils utilisent ce qu'ils ont par plateforme. Je crois que ça vient de... Et nous, ce qu'on utilise chez MEDES, c'est plutôt Microsoft, mais avec les applications qui sont adaptées. Et donc, on a besoin des gens qui connaissent bien ça. De l'autre côté, globalement, comme tu as dit, Océane, business analysts, project managers, ce truc de case management, si on a besoin de gérer des demandes des clients ou des bénéficiaires, de gérer des allers-retours avec les bénéficiaires et beaucoup plus de redevabilité dans ce sens aussi pour dire, voilà, est-ce qu'on a traité les bénéficiaires avec une bonne manière? Est-ce qu'on a donné ceux qui en avaient besoin? Et tout ça, ça devient un big data de nouveau en tant que rapport et dashboard. Et l'autre côté, et c'est là où j'arrive, parce que c'est dans le monde de CRM et d'appel de fonds et de communication, administrateurs, les gens qui sont techniques, une partie de la raison pourquoi je suis là, c'est parce que il y a 2 ans, dans cet événement, Laetitia on a discuté des besoins de IT dans mon équipe CRM. Et je cherchais pendant 9 mois, il n'y avait personne qui était compétent dans Salesforce, dans laquelle je travaille. Et c'était très compliqué de chercher quelqu'un pour travailler chez nous. Et à la fin, avec beaucoup de recherches à l'extérieur, LinkedIn, postuler, payer pour LinkedIn pour publier des posts. Donc beaucoup d'investissement de notre côté, plus que normal, parce qu'il manque des gens qui pensent peut-être qu'il y a des postes IT dans le monde humanitaire. Donc, finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui est magnifique, donc je suis très content. Mais 9 mois plus tard, c'est pas comme ça dans le monde corporate pour trouver des gens qui sont compétents, IT. Et après, il y a le côté communication, avec les gens qui gèrent les plateformes web, aussi pour faire des choses e-marketing et social media. Et maintenant, je vois sur notre site, on a un chatbot et des choses comme ça aussi. Donc, beaucoup d'avancements IA qui est là dans le monde futur ou un petit peu dans le présent, mais pas trop dans les ONG parce qu'on est un peu en retard plutôt parce que les choses ne sont pas adaptées pour nous. On n'a pas les moyens, les ressources d'avancer très vite avec ces choses, mais on avance petit à petit. Donc voilà, ça c'est les postes que nous on trouve chez nous à MEDES. Et après, on voit que chez nous, c'est plutôt Microsoft. Jira. Qlik, c'est quelque chose qu'on utilise pour faire des rapports. C'est que... Pardon?
Oui. Et pour un exemple de ça sur le terrain, au Liban, on a fait une bonne implémentation de... Si j'ai le temps, c'est OK. C'est un peu cutting edge. C'est rare quand nous, on est comme ça, mais c'est bien qu'on est comme ça pour cette chose-là. Click a fait un partenariat avec nous, donc c'était très gentil. Ils ont aimé notre projet, ils sont venus sur le terrain. Ils ont vu qu'il y avait besoin pour ces informations de plus facilement venir au siège depuis le terrain dans un camp de réfugiés où que ce soit. Et ils ont créé un type de plateforme, c'est ODK, où on peut faire des choses offline et online pour gérer les données. Et ça fait qu'on peut coordonner beaucoup mieux les data qui sont dans les camps de réfugiés pour qu'on coordonne. Et là, on a les data qui viennent de MEDER, des autres ONG, de l'ONU, de UNHCR. Donc, on répète pas les données des distributions à une famille parce que c'est géré dans le système de data, de base de données. Et c'est ces clics rapports qui font qu'on peut regarder, est-ce que UNHCR, ils ont donné dans leur région? Oui, c'est bon. Est-ce que MEDER a donné dans leur camp de réfugiés? Si jamais c'est partagé comme ça. Oui, ils ont fait ça. Qu'est-ce qui reste? Et c'est là où on gère beaucoup mieux. Et c'est IT qui nous a aidés à faire des choses vraiment cutting edge, donc nouveau, qui fait du sens dans ce monde humanitaire. Donc, petit exemple là. Oui, il y a les ERP. On a besoin dans le sens finance, CRM, fundraising et pour les communications. Et une chose juste que je voulais ajouter là, c'est que même si vous n'avez aucune formation dans quelques-uns de ces domaines, vous allez parler beaucoup plus de ça, j'imagine, après, mais pour Salesforce, où je travaille, il y a ces formations en ligne qui sont gratuites. Quelqu'un de 16 ans? Quelqu'un? Il y a le deuxième. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un de 16 ans peut aller en ligne et peut être formé pendant les vacances, les soirs. Et Salesforce, c'est un énorme... c'est très bon pour la formation en ligne. Donc, vous pouvez devenir très compétent très facilement pour des choses comme ça. Donc, juste un exemple des choses qui sont disponibles, si jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'imagine que ça peut susciter quelques questions, donc on y viendra après. Peut-être Camille, pour continuer, donc à la fois nous présenter un petit peu chez Action contre la faim, peut-être plus en détail, les profils de poste, les compétences, et puis comme tu es en charge du recrutement aussi, quel profil tu cherches, à la fois siège et terrain. Ouais. Merci. Alors tout de suite, je vais doucher peut-être quelques espoirs. Nous, on n'a pas de poste sur le terrain, sur les profils de l'informatique en tant que tel. On a la chance d'avoir des ICT managers sur le terrain qui sont des staffs nationaux, et c'est bien quand même ça le but à la fin, hein, c'est qu'on ait moins d'expatriés et des staffs nationaux qui fassent le travail et qu'on sorte de ce modèle du sauveur blanc avec plein de guillemets. Voilà. Donc on a des ICT managers sur le terrain, sur beaucoup de domaines. Donc ça, d'un point de vue terrain, il n'y a pas de poste terrain en tant que tel chez Action contre la faim en informatique. Par contre, nous, au siège, on a une multitude de postes. Il faut savoir qu'auparavant, donc, il y avait un département commun qui était donc logistique et SI, système d'information. Ces deux départements ont défusionné, pas plus tard que cette semaine, donc vous avez vraiment une information de premier ordre. Parce que le département SI n'a fait que grossir avec de plus en plus de besoins et du coup est devenu un département à part entière. Donc aujourd'hui on a un département SI à part entière avec une multitude de métiers. Je rebondis sur la data parce que c'est un sujet, il en va dans le milieu de l'humanitaire comme dans le monde. Les sujets de data sont hyper importants. Marc en a parlé, Océane aussi avant. Nous on a créé là dans le cadre de cette diffusion des deux départements un service de data, donc informatique décisionnelle et business intelligence. Donc ça, c'est des sujets qui demain, on en est déjà conscient, vont être hyper importants, la gestion de la donnée, que ce soit la donnée du siège et aussi la donnée du terrain.
pour ce qui est aussi de un peu nos spécificités, je dirais que en effet, Marc l'a dit, les outils informatiques qui existent aujourd'hui par les grandes entreprises sont pas toujours adaptés en fait à nous, nos besoins en tant que ONG. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a la séparation siège-terrain. Et ça, je sais pas si vous connaissez je parlais d'un point de vue SIRH parce que c'est ce que je connais le mieux. Talentsoft ou Nibelis par exemple, donc outils de GTA ou outils de recrutement, gestion de la performance, ils ont des trucs tout prêts pour une grosse entreprise du CAC 40 où c'est simple, il y a des BU et puis voilà, et puis le manager c'est un N+1 et puis on a un fonctionnel ou on a un hiérarchique et puis c'est tout. Nous on arrive en disant ouais mais nous on a des contrats sur le terrain et puis c'est des expatriés et puis il faut gérer un vivier et puis les gens ils viennent avec nous pendant 6 mois et puis ils partent pendant 6 mois mais dans 6 mois quand ils reviendront il faudra qu'on retrouve leur numéro et il faut que ça parle, enfin vous voyez, donc en fait quand on parle à un chef de projet chez Nibelis ou chez Talentsoft il nous regarde d'un air mais vous êtes des zinzins quand même, comment vous faites ? On fait parce que c'est comme ça. Donc c'est aussi pour ça que nous, on a créé aussi avant, maintenant on se modernise beaucoup et donc on est passé à Talentsoft, à Nibelis et tout, mais avant on créait un peu nos outils maison. On avait des personnes qui avaient la capacité de nous gérer, nous créer un outil maison pour le recrutement. Là nous, pareil, on passe à Talentsoft là sur le recrutement cette semaine, là ce week-end. Là les imports ils sont en train de passer. Lundi, moi je dois tout faire sur Talentsoft. Donc ça a pris plus d'1 an. On avait un outil avant maison qui répondait à nos besoins, et on a dû mettre ça. Donc voilà, donc un peu pour vous dire les petites spécificités que ça m'a fait, auxquelles m'ont fait penser Marc et Océane en commençant la présentation. Donc les postes du siège, ça va être quoi ? Très basiquement, des postes de développeurs, web, PHP. Nous, on n'est pas sur des langages de programmation très spécifiques. C'est plutôt généralement des choses qu'on peut apprendre, on apprend à l'école ou quoi, les écoles spécialisées. Le développement, les gestionnaires de systèmes d'information, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont s'occuper du ticketing, du support utilisateur vraiment au siège et sur le terrain. On va aussi avoir tout ce qui va être les administrateurs systèmes et réseaux, donc qui vont s'occuper du réseau informatique, et j'entends par là pour le coup avec une forte composante terrain, avec des déplacements sur le terrain, parce que même si je vous ai dit il n'y a pas de poste sur le terrain, il y a des postes avec des déplacements sur le terrain, les administrateurs systèmes et réseaux notamment, qui travaillent avec les ICT managers, et de toute façon, tous les postes qu'on a au siège ont une implication avec le terrain. Si vous voulez, on ne fait rien chez Action contre la faim, et je pense que c'est vrai chez MEDER, ou dans d'autres organisations avec qui vous allez parler dans la journée. Dès qu'on fait quelque chose, la question qui arrive dans la seconde est « et comment ça s'applique sur le terrain ?» Oui, parce qu'en fait, on fait des choses pour le siège. Généralement, c'est plus facile à mettre en place au siège parce qu'on a la ressource, qu'on est là, etc. Mais on voit tout de suite plus loin à se dire, OK, là par exemple, je reprends l'exemple de Talentsoft. Aujourd'hui, on fait du recrutement sur Talentsoft. OK, comment ça se passe sur le terrain demain pour aussi faire du recrutement de staff national sur Talentsoft, avec tout ce que ça a derrière. Est-ce que les gens ont Internet ? Est-ce que les gens peuvent uploader un CV ? Bon. Donc, développeurs, administrateurs systèmes et réseaux, gestionnaires systèmes d'information, des postes aussi vraiment sur l'infrastructure, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent des ordinateurs, du parc informatique, parce que ça, on s'en rend aussi pas forcément compte, mais donc nous au siège, on est 430 je crois au dernier comptage, presque autant d'expatriés qui parfois passent par le siège chercher un ordinateur, donc il faut savoir combien est-ce qu'on a d'ordi, combien est-ce qu'on a, le matériel informatique, où est-ce qu'il va. À quoi je pense là tout de suite, des postes d'architectes urbanistes, et aussi beaucoup de postes de chefs de projet SI. Et donc là, en fait, on a des postes de chefs de projet SI qui sont spécialisés sur sur des domaines bien particuliers. Donc des chefs de projet SI finance, RH, logistique. Voilà un petit peu les postes qu'il y a et ce que je pouvais vous dire, mais je réponds à toutes les questions ensuite si besoin. Merci beaucoup. Et donc pour finir, Catel, peut-être nous présenter ta structure qui est peut-être moins connue pour les personnes ici. Et puis pareil, quel type de profils peuvent vous intéresser, quel type de compétences vous recherchez, et puis les actualités un petit peu dans ton secteur.
Alors en fait, nous, on ne cherche pas forcément de profil. La French Tech, c'est un label national qui est découpé ensuite au niveau du territoire en antennes et en capitales. Donc la capitale de la French Tech ici, c'est Grenoble. Et il y a plusieurs antennes, dont la French Tech Genevois français, qui est à plusieurs lieux totems. Il y en a un sur Annemasse qui est à Pulse, la pépinière Ville Durable. Il y en a un sur Archamps qui est Station A, etc. La French Tech, il y a des programmes en fait pour c'est une association qui aide les startups à grandir et à accéder à différents programmes qui sont proposés par la French Tech nationale pour justement permettre aux entreprises de grandir et d'avancer. Après, dans la French Tech, vous avez des entreprises qui se créent autour de la solidarité et de l'humanitaire. Mais juste, je vais rebondir en fait sur les propos qui ont été posés là. Je voyais que, en tout cas chez MEDER, vous utilisez Webflow. Webflow, ou bientôt alors. Dès janvier. Alors dès janvier, vous allez utiliser Webflow. Webflow, par exemple, c'est un outil récent pour créer des sites internet ou des sites web qui sont des outils no-code. C'est-à-dire on n'a pas forcément besoin de connaître un langage de programmation poussé pour pouvoir les utiliser, et c'est juste du déplacement de blocs. Bon, bien sûr, il y a une logique toujours informatique qui est derrière. C'est pas. Mais en tout cas, ces outils sont assez intéressants aussi, et je pense dans le domaine de l'humanitaire, justement parce que ce sont des outils qui permettent de s'adapter au métier, tout en ayant un socle technique quand même assez pointu et standard. Et donc, ça peut être aussi une possibilité pour vous de vous former à ces nouveaux métiers, donc tout ce qui est no-code. Vous avez une partie qui est produit, donc, c'est-à-dire faire des applications, donc les applications métiers, les applications web, mobiles. Très facilement, vous pouvez faire des prototypes d'applications vraiment de façon très, très simple. Et il y a toute une partie aussi qui est liée à tout ce qui est productivité, donc comment améliorer les flux, comment automatiser les flux pour simplifier un peu la vie, en tout cas des personnes dans les entreprises. Et le mouvement no-code en France est un des premiers mouvements au monde. Il y a plus de 10 000 personnes sur le Slack de no-code, par exemple, et il y a eu quelque chose qui a été lancé qui s'appelle No Code for Good, où justement, et c'est pour les métiers de l'humanitaire, ça peut être intéressant aussi pour vous d'aller voir un petit peu, parce que ce sont des personnes qui sont formées aux produits no-code et qui veulent aider dans l'humanitaire à la solidarité. Donc c'est aussi une possibilité comme quoi tout ce qui est informatique et les nouveaux outils, en tout cas, peuvent être vraiment utiles dans les métiers de l'humanitaire, enfin sont même indispensables, je dirais, aujourd'hui. Après, je suppose que dans la salle, il y a plein de personnes qui voudront poser des questions plus spécifiques, et je pense, entre autres, qu'il y a certaines technologies qui pourraient vraiment être utiles pour les métiers de l'humanitaire, notamment par rapport aux fonds, etc. N'est-ce pas, Fortunato? Tu en parleras tout à l'heure, éventuellement. Mais voilà, donc je connais, c'est un spécialiste de la blockchain et peut-être utile pour les dons et autres et suivis. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont spécialistes de la blockchain dans la salle, mais ça peut être assez utile. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Alors avant de vous laisser la parole, comme promis, pour une large partie, peut-être juste une dernière petite info sur où chercher des postes, en particulier IT, mais en général. Donc en France, le site de référence, ça reste Coordination Sud. Voilà, vous avez une rubrique emploi, vous pouvez par un système de filtre cibler des postes sur ces thématiques. Vous avez aussi, on a mis Soliway, mais en fait c'était le portail du réseau solidaire, justement, c'est solidaire-info.org, qui est un portail donc animé par le réseau solidaire. Vous avez aussi beaucoup d'infos et une rubrique emploi. Pour les postes plutôt avec des structures anglophones, le site, ça va être Relief Web. Vous allez avoir aussi les emplois plutôt avec des ONG anglophones. LinkedIn peut être une bonne source. Vous en avez parlé d'ailleurs de recrutement, ou même d'être chassé par les recruteurs qui ont des difficultés à trouver. On vous a remis pour ACF et MEDER les liens vers leur page emploi directe. Voilà, donc comme prévu et comme promis, oui.
on entend No Code for Good, elle est aussi une organisation globale qui s'appelle NetHope. Je ne sais pas si vous avez entendu de ça, mais NetHope, nous on est membres en tant que MEDA, et NetHope, c'est un réseautage d'organisations humanitaires, développement et IT pour gérer les projets de IT ensemble. Donc, c'est assez intéressant. Il y a des grandes, énormes conférences chaque année. Et peut-être là-bas, vous allez trouver quelque chose qui est intéressant aussi. Et pardon, le micro repasse, donc j'ai oublié tout à l'heure parce que vous disiez donc potentiellement une expérience dans l'humanitaire. Nous, sur les métiers de l'informatique, pour le siège, l'expérience en humanitaire n'est pas du tout importante. Nous, on a surtout besoin de personnes qui soient qualifiées techniquement. Si vous avez un petit vernis humanitaire ou bénévole, enfin voilà, mettez-le en avant, quoi. Mais franchement, en tout cas, c'est un milieu tellement pénurique où on a tellement de mal à trouver. Et voilà, Marc en a parlé. Moi, je fais beaucoup de chasse sur LinkedIn, etc. Ne vous bloquez pas en vous disant j'ai aucune expérience dans l'humanitaire ou quoi. Non, là vraiment pour les métiers de l'informatique, nous on cherche des personnes techniquement qui sont bonnes, motivées et qui sont aussi conscients des réalités, parce que ça on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les réalités de salaire notamment, parce que vous ne trouverez pas les mêmes salaires. Voilà. On a fait une télépathie avec Marc. Voilà, aussi qui sont donc voilà, parce que tout à l'heure quand Océane en parlait, des personnes qui ont envie. L'envie, elle va aussi passer par le fait que vous allez voir des salaires qui sont pas ceux du privé. Et ça, il faut être conscient de ça. Vous allez trouver, et on va peut-être en parler, des valeurs, de la manière dont on travaille, peut-être de ce qu'on met en place, télétravail ou des choses comme ça. Enfin voilà, on a des choses à proposer. Si vous voulez, la proposition de valeur est différente. Mais par contre, voilà, il faut être aussi conscient que pourquoi est-ce que si on n'est pas très attractif, parce que les gens pensent pas à nous, parce qu'en fait, on ne paye pas comme dans le privé, loin de là. Donc voilà, moi mon conseil c'est plutôt de venir chez nous que d'aller trimer dans une ESN pendant 10 ans, mais voilà, mais en tout cas faites voilà, juste pour vous le dire, pardon. Je pense que c'est... Vous êtes là et c'est un bonne transition vers les questions. Il y en avait peut-être à ce niveau-là. Vous allez pouvoir passer un peu les micros, c'est gentil. Donc voilà, n'hésitez pas, que ce soit généraliste ou même très personnalisé. On est là pour répondre à vos questions. Bonjour, Lise Poécal de l'association EOL. Je voulais savoir au niveau des métiers de l'informatique, si certains jeunes veulent se lancer justement là-dedans, quel profil vous regardez en termes d'études, quelles études on peut conseiller. J'imagine que c'est selon les métiers et selon les fiches de poste, mais justement, si un jeune ne connaît pas du tout, vers quoi il pourrait se tourner en termes d'études supérieures? Bon, je me lance alors. Comment j'ai pas d'école en particulier à vous conseiller. Nous, il faut savoir qu'au siège d'Action contre la faim, on a énormément de stages et d'alternances qui sont proposés pour des jeunes si jamais vous avez envie de passer par là. Parce que c'est professionnalisant, deux, ça vous permet d'avoir un premier pied chez Action contre la faim. Nous, on a la chance de pouvoir quand même régulièrement transformer l'essai entre le stage puis le premier emploi ou l'alternance, si à ce moment-là dans l'équipe ça fonctionne. Nous, les postes qu'on va avoir d'alternance côté SI, ça va être les postes, comme je vous ai dit, des gestionnaires administrateurs système et réseau, ou les personnes qui travaillent sur l'infrastructure, c'est-à-dire le support utilisateur du siège. Voilà, ça va être ce genre de poste-là. On n'a pas d'école en particulier, pas d'école partenaire, pas de choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a des licences en informatique ou des licences système et réseau généralement. Ça, on aime bien. Voilà, mais on n'a pas d'école partenaire ou voilà un CV type. Encore une fois, c'est peut-être pas hyper vendeur ce que je veux dire, mais on peut pas vraiment se permettre de se dire on va travailler avec le top 5 ou je sais pas, ou avec telle ou telle école. Nous, on a surtout besoin de têtes bien faites, avec un bagage technique, qui ont envie de se former, qui ont aussi envie de qui ont envie de voir plein de choses, parce que aussi on est une grosse ONG. On n'est pas une grosse entreprise du CAC 40. Donc vous allez sans doute faire plein de choses que vous n'auriez pas fait dans une plus grosse entreprise. Vous allez voir plein de choses, mais aussi mettre un peu les mains dans le cambouis, si je puis me permettre, pardon l'expression. Voilà.
Chez nous, j'ai entendu qu'on a besoin de bachelors en IT. C'était IT ou... il faut voir sur le site avec les postes. Parce que dans les expériences et les formations envisagées, c'est là-dedans. Et ça change. Je pense que nous, on n'a que 3 postes en ligne pour le moment avec des arrière-plans qui sont IT. Une, c'était avec un bachelor en IT, au moins. Et c'est plutôt ça chez nous, apparemment. Mais les 2 autres postes, c'est un arrière-plan en cybersécurité, c'est expérience-là, formation-là. Et l'autre, c'était plus vers gestion de projet et agilité, agile, avec expérience professionnelle IT quelque part. Donc, et comme Camille a dit, c'était dans la poste, ça dépend de... nous, on a quelque chose qu'on a besoin pour gérer des projets IT dans le département de finances. Et ça dépend le poste et le domaine, le département. Donc, si vous avez un peu plus de... Si vous avez aucune expérience, quelques expériences en finance aussi, c'est un truc un peu plus loin. Mais IT à la base, c'est ce qu'on a besoin pour gérer des projets comme ça. Bonjour, déjà merci beaucoup, j'ai trouvé super concis, super straightforward. J'accompagne beaucoup de personnes, je suis coach dans ce domaine-là. J'ai beaucoup travaillé avec les Nations Unies, les ONG sur le terrain. Je viens du programme CINI aussi, il y a beaucoup de personnes chez MEDER qui sont avec vous. La question du salaire. Souvent, c'est une question qui se pose parce que chez CINI, on a plus ou moins 2/3 des participants qui viennent du privé, certains IT, certains finance, certains marketing. Et effectivement, ils sont souvent prêts à... Ils ont compris qu'il allait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vrai que la projection, est-ce qu'on est plutôt dans du moins 30%, du moins 50%? Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ça? Et puis pour MEDER, j'aurais la question qui revient tout le temps. La partie, il sait déjà, je pense. La religion. C'est-à-dire à quel degré? Et moi, ce que je dis souvent, c'est que ça dépend beaucoup des postes. Et je pense qu'on va plus vers ce type de poste, le moins on exige cet aspect connoté, je dirais. Merci. Je vais répondre à la question terrestre avant que Marc réponde à la question céleste. Du coup, pardon. Donc la question terrestre du salaire. Alors, pardon, excusez-moi. Oui, voilà. Du coup, non, pas du tout. En plus, je sais où je vais. Donc, pour ce qui est des salaires, moins 50, quand même pas. Quoique sur certains profils, moi, là, je vais me lancer dans les recrutements de la data. Je sais que ça va être un enfer pour être encore. Pardon. Du coup, non, mais je continue. Je file la métaphore. Donc, pardon. Oui, pour les métiers de la data, je pense que ça va être très dur. Pour les métiers, si je prends les développeurs ou les chefs de projet, sur les chefs de projet SI, on n'est pas trop mal tant qu'on reste dans des profils assez juniors, entre 0 et 5 ans d'expérience. En fait, là où on commence à vraiment être dans une difficulté de recrutement sur les profils IT, ça va être sur les profils seniors, parce que là, forcément, les personnes seniors dans le privé, ils ont continué d'avoir leurs salaires qui ont augmenté, c'est la vie. Et nous, en fait, là, on n'arrive plus à suivre. Donc, en fait, et c'est aussi là aussi où on peut se poser des questions, c'est d'arriver à retenir les juniors très longtemps, parce qu'en fait aussi, je regarde les personnes qui ont l'air un peu plus jeunes, désolé, mais si vous sortez de votre école, que votre salaire il est aux attentes et que vous êtes avec vos copains en after work en disant t'es payé combien? Moi je suis payé 39K, 40K. Ah super, là pour l'instant je me tiens, ils sont peut-être payés 1 ou 2K de plus, mais dans 5 ans vous aurez augmenté, pas beaucoup parce qu'on n'a pas des augmentations de salaire énormes, et vos petits copains dans 5 ans ils seront à 50 et vous serez péniblement à 45. Ça va commencer à un peu vous saouler. 2 ans après eux ils auront fait 55, vous serez à 47. Là ça va commencer à carrément et vous allez commencer à vous faire chasser, où on vous proposera 62. Donc là, on est mal. Donc, les écarts, ils sont pas énormes tant qu'on est dans des profils plutôt juniors. Ils se creusent plus on avance, et plus on est sur des choses pénuriques. Je pense notamment donc à la data, où là, c'est plus
plutôt compliqué. Mais bon, moi, je suis hyper transparente dans mes recrutements là-dessus. Généralement, moi, dès le début, je fais des estimations de salaire parce que sinon, on arrive à des moments hyper tristes et hyper gênants à la fin d'un process où, en fait, bon, bah, vous vouliez combien, au fait 75. Ah, moi, je peux vous proposer 50. Bon, bon, bah, bonne journée. Voilà. Donc voilà. Donc, on fait gagner du temps à tout le monde et on essaye de pas créer de frustration aussi. Hein. C'est ça aussi, c'est l'expérience candidat. Hein. Voilà. Je passe la parole à Marc pour... Je commence avec le truc terrestre. Pour dire aussi que vous êtes là parce que vous avez envie de faire quelque chose qui fait du sens, un peu plus de sens. Et il y a un coût, il y a peut-être un sacrifice là-bas dedans parce que ces ONG ou organisations internationales, ils sont soutenus seulement par soit l'ONU et des autres organisations comme ça, ou ils sont soutenus par des condamnateurs, et il faut chercher ça, et il faut chercher le public pour les dons aussi. Et c'est un risque chaque année pour nous, plutôt à la fin de l'année, pour savoir si on a assez d'argent pour payer pour les projets qu'on essaie de faire. Et donc, on est toujours limité, c'est pas garanti, on ne vend pas quelque chose qui est, voilà, on a des attentes de quelque chose chaque année, qu'il y a un revenu qui est bon. Et donc, une partie de ça, c'est, comme Camille dit, que à la fin de l'entretien final, oui, vous êtes choisi. C'est combien? Ah non, je suis déchoisi parce que je veux pas ça, parce que j'ai attendu ça, j'ai une famille, j'ai nanana. Mon Mercedes, non, ça va pas aller. Donc, il y a une partie de ça qui est, c'est un coût pour décider de travailler pour une ONG ou quelque chose comme ça. Ça paye moins bien, mais c'est potentiellement beaucoup plus satisfaisant de le faire. Et pourquoi vous faites ce travail. Donc, j'avance sur la deuxième partie. MEDES, c'est une organisation basée sur les valeurs chrétiennes. Et je pourrais dire j'ai vu qu'il y a Secours islamique, il y a des autres organisations qui ont un lien potentiellement avec la foi. Et que nous, en tant qu'organisation, on cherche des gens, comme toutes les organisations cherchent, qui ont les mêmes valeurs. Pour nous, pour les postes qui sont plutôt de leadership, donc plutôt les expats, on cherche des gens qui ont une foi chrétienne. Et pour la 80%, 85% des autres, les postes locaux, ou les postes qui sont régionaux, c'est possible d'avoir des postes qui sont sans ce critère. C'est pas quelque chose qui est facile en France, mais on est basé en Suisse. Donc, on n'est pas limité dans ce sens non plus. CINI, c'est seulement suisse, hein, CINI? Ou c'est la ville de Lausanne, ok. Donc la ville de Lausanne, ils sont sympas parce que les gens qui sont sur le chômage, ils peuvent choisir d'aller dans une direction humanité et développement, dans reformation, réintroduction dans un poste. Et nous, on a reçu beaucoup de monde, super gens qui ont travaillé chez MEDER. Pas besoin d'avoir des valeurs qui sont exactement comme ça dans ces critères qu'on a parlé, mais au moins pour le court terme, c'est possible de nous joindre pour faire des choses, même comme stagiaire, même comme bénévole, et dans certains postes qui sont dans une période limitée, un contrat. C'est aussi possible de travailler avec nous. Mais pour le long terme, pour les contrats qui sont EOD, CDD, CDI, indéterminé, normalement c'est quelqu'un qui partage des valeurs. Voilà. Peut-être oui, je rebondis avec ma casquette aussi de conseillère d'orientation à Bioforce. C'est vrai que par rapport au salaire et par rapport aussi à cette question des valeurs, c'est important au préalable de bien vous questionner sur votre engagement. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous recherchez, pourquoi vous envisagez de vous orienter vers ce secteur-là, d'être bien ancré, bien solide et bien au clair par rapport à ça. Et qui peut contrebalancer des salaires moindres et la question aussi effectivement des valeurs. Est-ce que la laïcité c'est quelque chose d'important pour vous? C'est comme ça que vous voyez la solidarité internationale, ou au contraire est-ce que vous appuyez ce désir d'engagement sur des valeurs spirituelles?
Ça va être important au préalable de votre processus de recherche d'une première mission, de réfléchir un peu à pourquoi vous allez vers notre secteur. Et ça peut vous rappeler et contrebalancer les limites salariales. Oui. Et aussi à mettre dans la balance quand même, c'est comment certaines choses qui sont un peu immatérielles. C'est-à-dire nous, par exemple, chez Action contre la faim, mais je sais que beaucoup d'ONG ont mis ça en place, une politique de télétravail assez avantageuse qui vous permet de travailler de partout en France en venant très peu au siège, une balance vie pro, vie perso qu'on s'engage quand même à respecter, une organisation du travail quand même qui est beaucoup plus flex, une hiérarchie, enfin en tout cas un rapport hiérarchique, un rapport entre les gens qui est quand même assez différent, pour permettre de travailler aussi, comme dans des plus petites organisations, sur des projets beaucoup plus transverses, où vous allez voir beaucoup plus de choses et vous allez... c'est moins cloisonné, si vous voulez. Il y a plein d'entreprises. Moi, je viens du privé avant Action contre la faim, où un chef de projet, il fait son truc, il voit pas, il fait comme si... voilà. Là, nous, on est vraiment à travailler énormément dans la transversalité, où vous allez voir plein de choses, sans doute avoir en un an vécu 3 ans d'expérience, par exemple. Pareil, si vous parlez avec d'autres personnes de votre promo, de vos anciens promos, de vos anciens collègues, de dire ah bah tiens, toi tu fais ça, on a le même titre de poste mais on fait pas du tout la même chose. Bah oui, on est une plus petite organisation avec plus d'opportunités de voir des choses en transverse, et donc ça en effet ça n'a pas de prix, en tout cas c'est pas quantifiable d'un point de vue salaire, mais d'un point de vue qualité de vie au travail, on en parle aussi. C'est aussi à mettre dans la balance, en tout cas selon moi, et généralement les personnes que je recrute sur les métiers de l'informatique, je mets ça en avant, et quand ils reviennent vers moi plusieurs mois après l'intégration en disant c'est vrai Camille, j'ai fait un effort sur mon salaire de quelques cas, mais je le regrette pas du tout, parce que j'ai pu aller m'installer avec ma famille en Bretagne, je viens 3 jours par mois, et voilà, et je peux organiser mon activité un peu plus comme j'ai envie. Voilà, à rajouter. Pardon. Juste pour rebondir là-dessus, en fait, moi je pars toujours du principe sur un poste, il y a 3 piliers. Effectivement, il y a le salaire, mais il y a aussi l'intérêt du poste et il y a l'ambiance entre les collègues. Et quelque part, s'il y en a 2 qui battent de l'aile sur les 3, effectivement, ça peut être difficile et c'est peut-être temps de changer. Mais le salaire, quelque part, alors bien sûr, est important, mais ne fait pas tout, je pense. Et les valeurs qui sont défendues ici, en tout cas au niveau de l'humanitaire, peuvent être relativement importantes par rapport à ça. Et s'il y a une bonne ambiance et un job d'intérêt, et après, d'après ce qui est dit là, effectivement, on touche à tout. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Je pense que ça peut pallier cette baisse de salaire à un moment donné ou à un autre. Je peux juste ajouter que à MEDER, basé à Lausanne, si on a des gens qui ne sont pas basés à Lausanne ou dans l'alentour, on a besoin, la règle aujourd'hui, c'est qu'on cherche des gens qui reviennent plus au travail. On a vu qu'il y avait un manque de relationnel et notre chef a vu ça. Et je suis d'accord avec, parce que moi je suis plutôt relationnel. Je préfère avoir des réunions qui sont avec quelqu'un physique devant moi plutôt que sur Teams. Ça diminue quelques éléments, mais c'est nécessaire. C'est le nouveau monde. Mais il faut dire que nous, on a besoin d'être dans le bureau 3 jours par semaine. Et si on n'est pas, si on habite frontalier, cross-frontalier ou un peu plus loin, il faut qu'on vienne toujours 3 jours par semaine. L'autre chose, c'est qu'on a une équipe foot et le café est gratuit. Voilà. On voit qu'ils sont en manque de, en manque de recrutement. Hein. Oui, une question s'il vous plaît. Bonjour, Fortunato. Donc je suis technicien informatique au CERN depuis quelques temps. J'ai une double compétence donc en informatique et une certification en blockchain, qui est une compétence qui va être de plus en plus demandée, j'imagine. Est-ce que c'est le cas donc à Action contre la faim et chez MEDER? Donc la blockchain, c'est une technologie qui est sous-jacente, par exemple, au Bitcoin et qui permet pas mal de choses, entre autres la transparence et la sécurisation des données et des dons. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir un stage dans un service de fundraising, donc pourquoi pas chez MEDER.
Pour revenir à Action contre la faim, donc au siège, vous avez donc un service informatique. Il est organisé de quelle manière? C'est-à-dire que vous êtes une équipe, il y a un manager, comment ça se passe? Alors, le service informatique donc chez Action contre la faim, il y a donc un responsable de service qu'on appelle infrastructure, donc qui s'occupe aussi bien de systèmes et réseaux que ce qu'on appelle vraiment, ce qui est l'infra, le support utilisateur du siège, c'est-à-dire dépanner les ordis, installer les logiciels, voilà, reconfigurer les ordinateurs, etc. Donc vraiment la partie très infra, la partie système et réseau. Là, on a des stages dans ces deux services-là, qui sont généralement ouverts en début d'année et en milieu d'année, puisque c'est deux fois 6 mois. Donc généralement, on a des stagiaires de janvier à juin, et puis après de juin à décembre à peu près. Enfin voilà. Voilà comment c'est organisé. Sur la blockchain, je crois pas qu'on en soit là, nous, clairement, pour être tout à fait honnête. Alors, est-ce que ça m'intéresse moi personnellement? J'ai pas les capacités cognitives, je pense, pour gérer ça. Mais comment moi ça m'intéresse? Non. Alors moi ça m'intéresse parce que voilà, c'est une technologie que je sais intéressante et importante. Est-ce que ça intéresse aujourd'hui notre service informatique? Franchement, je saurais pas vous répondre sur ça. Moi, en tout cas, j'ai pas été informée en tant que chargée de recrutement et de mobilité sur des projets là-dessus. Comme je vous ai dit, on était plutôt sur le développement des différents outils et des différents projets qu'on a, notamment SIRH et tout ce qui va être les sujets de data. Voilà, mais bon, je ne suis pas non plus une experte du sujet. Voilà. Merci pour la question, parce que c'est intéressant, c'est une des choses, innovation dans le monde de IT ces jours. Et ça me fait penser que l'innovation, c'est quelque chose d'important. Nous, on a quelqu'un qui est, quelques-uns, mais mais globalement, on cherche des innovations qui vont nous aider, quoi que ce soit. Ça vient souvent dans le monde IT. On a déjà essayé quelque chose blockchain en Liban avec un appel de fonds pour quelque chose. C'était un peu compliqué. J'imagine parce que c'était un peu nouveau pour nous aussi. Mais on a tenté de faire quelque chose. Est-ce qu'on a un stage là-dedans? Je ne crois pas pour le moment. Mais c'est vrai que les stages qui arrivent, ils arrivent pour deux raisons. Parce qu'on a un besoin et on cherche quelqu'un, ou parce qu'on a quelqu'un qui est disponible, qui dit « Ah voilà, on pourrait faire quelque chose. Voilà, pourquoi pas faire ça? Parce que... » Donc, ça va dans les deux sens. Et là, avec une application spontanée, quelque chose comme ça, ou une connexion aujourd'hui, c'est possible de juste poursuivre quelque chose pour voir si ça intéresse quelqu'un dans le monde innovation, AMD, IT, pour dire voilà, on a fait quelque chose, ça n'a pas marché si bien. Est-ce que c'était quelque chose qui aurait allé plus loin si on avait eu quelqu'un comme vous? Oui, non, en fait. Dans la French Tech, donc. La French Tech et la blockchain. Oui. Alors, pour l'instant, en fait, la French Tech, c'est vraiment des entreprises qui se développent des startups qui se montent. C'est un réseau qui permet aux startups de parler entre elles, etc. Donc, assister éventuellement à des événements qui sont faits par la French Tech. Merci Fortunato. Du coup, ça me fait une transition intéressante à ce niveau-là. Va y avoir un gros événement sur le no-code à Archamps le 8 et 9 février prochain. Justement, 2 jours de conférence avec tous les outils à disposition, enfin un certain nombre d'outils qui vont venir faire des démonstrations, etc. Donc à cette occasion, effectivement, vous pouvez aussi venir voir un petit peu en quoi ça consiste et voir s'il y a des personnes de la French Tech qui peuvent être intéressées éventuellement par la blockchain ou autre innovation à ce niveau-là. Merci. Je peux juste ajouter une chose qui n'a pas été dit jusque-là, mais avec toutes ces applications, ces systèmes qui sont indépendants, on a besoin d'intégration. Et pour lier tout ça et pour arriver avec Big Data quelque part. Donc pour dire que la flexibilité de travail avec tous ces systèmes ou connaissances un peu de quelque chose ou de comment intégrer ces choses mieux pour que l'information sorte plus loin vers les managers, pas que ça, mais pour nous aider à faire des bonnes décisions stratégiques et tactiques. Donc voilà.
Et en repassant, du coup, je pense dans les valeurs tout à l'heure que Océane a dit, on n'a pas dit, mais l'esprit d'innovation en vérité, parce que là, vous disiez, moi je sais le faire, je pourrais le faire même sur un autre poste. En fait, nous aussi, il faut être conscient qu'on n'a pas toujours les moyens, les budgets, les fonds pour faire des choses, mais si sur votre temps de travail, sur votre poste actuel, vous avez une connaissance, une compétence et que vous pouvez ajouter en plus, nous on est toujours preneurs, enfin je pense que Marc aussi dans ses équipes, on a des personnes parfois qui sont forts sur un sujet ou sur un autre. Moi par exemple, pour vous donner un exemple complètement concret, moi dans mon équipe je suis arrivée, je savais très bien me servir de LinkedIn recruteur, donc en fait j'ai formé mes collègues à la chasse sur LinkedIn parce qu'on utilise ça de manière un peu sporadique, etc. J'ai formé parce que j'aime bien ça, j'aime bien comment faire des petites formations ou quoi, en fait je propose mon aide, je dis est-ce que je peux faire des petites formations, est-ce que je peux faire donc en fait aussi l'esprit d'innovation, je pense que c'est des valeurs, je pense qu'on peut rajouter, c'est que les postes encore une fois sont beaucoup plus larges que ce qui est marqué sur une fiche de poste. Vous venez aussi avec vos spécificités, vos connaissances que vous pouvez ajouter tant que le travail déjà de la fiche de poste est fait, mais ajouter vos spécificités et vos connaissances, c'est tout à fait possible. Je veux juste ajouter que nous, on a toujours pas mal de choses qui sont faites à la maison. Même si les choses qui sont disponibles, ils sont plus chers. Donc, on fait toujours un peu à la maison. Et donc, les gens qui sont flexibles dans la manière de faire les choses et qui peuvent utiliser les outils qui sont là, là, on a des choses de recrutement qui datent de très loin. Et c'est difficile pour nos équipiers RH de gérer. Mais effectivement, ce qui se passe chaque année, c'est le budget ou la stratégie. C'est cette année, on va focaliser sur finance. Et donc, on a un ERP qui arrive. Ça prend beaucoup d'argent, beaucoup de ressources IT pour les aider à implémenter. Et RH dit, on a toujours ce truc qui est nul. Dans 3 ans, c'est RH qui vont avoir leur plateforme RH qui est mise à jour parce que c'est que petit à petit que ces éléments, ces systèmes peuvent être mis à jour ou juste utiliser quelque chose qui est plus standardisé et qui pourrait être intégré avec un autre système dans notre organisation. Donc c'est un peu ce style que ça avance. Et peut-être pour ceux qui soit n'auraient pas de convention de stage ou voudraient donner un petit peu du sens à leur parcours tout en gardant dans un premier temps leur place dans le privé par exemple, il y a aussi tout ce qui est bénévolat de compétences. Alors je vois que tu hoches la tête, j'allais vous demander si ça se faisait ou si ça pouvait vous intéresser. Vous avez notamment une structure qui s'appelle Passerelle et compétences qui met en lien justement des personnes qui ont une compétence à proposer. Alors vous pouvez choisir un peu la fréquence, la durée à des ONG et qui peuvent être intéressés. Donc ça peut être aussi une option peut-être pour colorer un peu votre parcours ou vous faire un petit peu d'expérience en attendant de trouver une mission. Donc ACF apparemment ça peut vous intéresser. Alors c'est pas très développé encore parce qu'en fait il faut c'est pas moi du coup qui gère, c'est la partie bénévolat donc voilà. Mais je sais qu'à un moment ça a été notamment le gros sujet sur la Power BI parce que du coup sur l'informatique décisionnelle aujourd'hui tout le monde demande la formation, enfin côté informatique tout le monde dit j'ai envie de me former à la Power BI, je fais ça dans mon coin, etc. Donc ça a été un gros sujet, donc on a à un moment voulu faire ça, c'est un peu tombé aux oubliettes parce que la personne en charge de ça est partie, mais je sais qu'en tout cas oui c'est quelque chose qu'il faudra, je pense, notamment sur les profils IT où on a du mal à recruter, ne serait-ce que pour arriver à se faire un petit réseau de personnes et tout. Mais oui, c'est clairement à relancer par contre, mais je sais que ça existe de manière quand même assez superficielle encore pour l'instant. Oui, on a un petit formulaire en ligne pour les bénévoles, mais c'est pas la meilleure chose du monde. Ça a besoin de quelqu'un en IT pour le ramener. Mais on cherche toujours. Et c'est vrai que si vous venez de le monde privé et vous avez un bon salaire aujourd'hui, c'est possible que vous avez un pourcentage qui pourrait être donné ou une passion pour juste avoir une idée de ce qui se passe. Et c'est ça. Je crois que beaucoup de monde ont envie de savoir, mais c'est quoi la différence entre ce que je fais maintenant dans le privé ou ce qui se passe dans le monde humanitaire, développement, dans ces ONG. Et pour nous aussi, en tant qu'employeur, on a besoin de voir la personne. Parce que c'est pas... Oui, c'est très important et il y a peu de monde qui sont
IT formés, expérimentés qui veulent venir dans cette direction. Mais en même temps, ils ne savent pas peut-être comment ça marche et ces cultures qui sont normalement sympas. Il y a toujours stress, ça existe, mais la culture d'une organisation qui cherche à faire du bien à d'autres, c'est quelque chose. Et donc, pour vous, d'avoir une idée, un goût de ce qui se passe dans une ONG, comment ça marche, effectivement, c'est des petites organisations comparées au privé, normalement. Mais en même temps, nous, on a besoin de voir la personne. Est-ce qu'ils sont des bons équipiers? Ça fait du sens pour eux d'être là dans notre organisation. Et ils sont contents et ça marche. Ça gèle? Non, ça gèle, ça marche pas. Non, pas gèle. En anglais, c'est gel. Non, mais est-ce que il y a est-ce que ça colle? Ça match. Ouais, est-ce que ça match? C'est joli. Donc, il y a des choses comme ça. Et c'est toujours le cas pour n'importe qui veut aller faire un bénévolat quelque part. C'est les deux côtés, ils ont besoin de savoir est-ce que c'est un bon match. Donc voilà, il faut prendre ces opportunités, s'ils existent, en main. Et pour vous de voir, est-ce que c'est la direction que je vais aller? Parce que c'est aussi, comme on a dit avant, c'est un petit sacrifice dans le sens salaire long terme, mais dans le sens but et bien en soi, c'est quelque chose d'autre. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Pierre. Je suis en reconversion professionnelle. Je suis sur la formation responsable logistique chez Bioforce. On est quelques-uns ici à être dans ce cas. On a entendu parler du logiciel Link, de l'ERP Link. Et donc j'aurais aimé, Camille, que tu puisses nous en parler un petit peu, savoir un petit peu comment c'est né, et puis quelles sont les prochaines étapes de ce logiciel, et comment on peut s'auto-former en fait à Link. Moi, j'ai fait un parcours dans l'IT de 25 ans dans des ESN. Oui. Je me reconvertis, j'ai plus ces problèmes. Enfin, j'ai plus rien qui me retient. Mes enfants sont grands, etc. Donc voilà, j'avais envie de donner un peu plus de sens à ce que je fais. Et vous parliez du bénévolat, on peut parler du mécénat aussi. Faut savoir que dans les ESN, pour fidéliser leurs employés, il y a beaucoup avec la RSE qui se développe, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à donner de leur temps bénévole, et il y a des temps d'intercontrat en fait dans les ESN qui peuvent être occupés à ça. Donc c'est un axe en tout cas pour vous. Et puis les entreprises parfois elles sont contentes de pouvoir mettre un petit label un peu social et solidaire en disant nous on passe nos collaborateurs à des ONG. Link, alors, pardon, tout de suite je vais répondre, non, on ne peut pas s'auto-former sur Link. Je ne sais pas si chez Bioforce, dans la formation logistique, vous leur montrez un peu ou quoi, franchement, je ne sais pas. Donc, par contre, on pensait que oui, mais a priori, ça ne va pas être le cas. Ok, d'accord, bon, alors, désolé. Donc non, s'auto-former, non. Donc comment un peu la genèse du projet. Donc constat, c'était que c'était difficile de suivre la chaîne logistique de bout en bout. Donc moi j'étais pas là à cette époque-là, mais apparemment c'était par exemple les demandes d'achat ou les demandes de livraison ou quoi, c'était des feuilles Excel que on imprimait, que fallait faire signer, que on faisait faire des kilomètres pour faire signer à quelqu'un d'autre, et puis voilà. Enfin bon. Donc et imaginez-vous tout ça en plein milieu de la cambrousse dans tous les pays dans lesquels on intervient. Donc pas très simple, et pour le suivi aussi pas tip top. Donc en fait on a créé, donc pour le coup ça c'est vraiment l'exemple typique d'un outil maison fait par Action contre la faim pour Action contre la faim pour répondre à nos besoins spécifiques. Et c'est aussi un exemple concret de la transversalité qui peut exister dans une ONG et chez Action contre la faim en particulier, puisque c'est un projet 50-50 logistique et SI, puisqu'il y a un besoin logistique et un support SI pour le mettre en place. Donc vraiment, c'est un cas d'école, si je puis me permettre. Et donc là, l'outil, donc peut-être que vous le savez, je le dis pour ceux qui ne savent pas, donc permet de gérer la chaîne logistique de bout en bout, de la demande d'achat au suivi de l'approvisionnement. Et avec des accès, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, du siège et du terrain. C'est-à-dire que c'est un outil qui peut s'utiliser aussi hors ligne, donc pas de sujet, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on a Internet à Lindao? Est-ce qu'on a Internet à Bouar? Est-ce qu'on a Internet à Cox's Bazar? Bref, voilà.
Et en plus, hyper beau succès. Pourquoi ? Parce que l'outil marche bien, il est performant, il répond aux besoins. Et du coup, on a d'autres ONG qui sont venus nous voir en disant, toquer à la porte en disant « Coucou, est-ce que ça... on pourrait pas l'utiliser nous aussi ». Donc en fait, on a commencé à partager cet outil avec plein de sujets derrière, c'est-à-dire qu'on est quand même une ONG, donc ça doit pas être un truc marchand, mais en même temps on a dépensé de l'argent pour le développer, donc on peut pas non plus le donner gratuitement, et il faut continuer de le développer pour qu'il y ait de plus de gens. Bon bref, donc là aussi, si vous êtes intéressés, il y a, je fais un peu de la pub pour nos amis de Hulot, la coopérative qui a été créée du coup autour de Link. Donc c'est une coopérative pour la logistique humanitaire qui s'est créée. Et qui utilise beaucoup Link et qui maintenant est plutôt coordinateur là-dessus. Donc aussi, je leur fais de la pub parce qu'il y a plein de gens que j'apprécie là-bas d'Action contre la faim. Donc voilà, donc Link, pour vous en faire très rapidement le portrait. Voilà. Merci. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions ? Oui, pardon, du coup je monopolise un peu la parole, je m'en excuse. Alors nous, en fait, sur Link, là maintenant, on est plus sur de la maintenance des apports correctifs, etc. Il est développé, l'outil. Au moment où, là, moi, je recrute pas de personnes vraiment sur le projet Link, en fait. Je peux recruter des personnes dans un service. Maintenant, on a aussi créé un service chez Action contre la faim qui s'appelle Outils et méthodes logistiques, où justement, on va s'occuper de toutes ces questions de process, de formation, de mise à niveau des outils. Là, sur l'outil Link, nous, on cherchait plutôt des personnes soit très logistiques, avec une grosse appétence sur l'informatique, voilà, capables de coder ou en tout cas de débugger, etc. C'est plus le cas, en tout cas, c'est plus de notre côté. Et moi, j'ai pas de poste en ce moment là-dessus. Mais regardez par contre chez Hulot, parce que c'est très possible que eux, chez Hulot, ils aient ces besoins-là, parce qu'ils développent encore la solution. Nous, aujourd'hui, c'est plus le cas chez ACF. Enfin, en tout cas, pas en ce moment, et j'ai pas d'infos sur le sujet. C'est bon, on a fait le tour. Merci beaucoup à vous trois, à vous tous aussi pour votre présence et pour la qualité des échanges. On va enchaîner, moi je serai encore là sur une conférence, un atelier un peu pratique sur comment booster sa candidature, lettre de motivation, CV, préparation aux entretiens de recrutement, donc si vous voulez rester. Et sinon, à 13h, je modère une conférence sur comment trouver son chemin dans la solidarité internationale, avec aussi des intervenants de qualité pour échanger sur leur parcours et sur les compétences recherchées dans le secteur. Donc, grand merci à vous trois et puis bonne journée.